Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Merci Laurie Leclerc pour ces infos. Les prochaines à 10h. Bonjour, bienvenue, mettez-vous d'accord, tous ensemble, 1 heure pour débattre. Ce matin avec notre équipe du 1er mars, que je salue chaleureusement. Sophie de Menton, bonjour Sophie. Bonjour. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Alexis Poulain qui est avec nous. Bonjour Alexis. Bonjour. Chef d'entreprise, journaliste. Alexis est encore là, mais il monopolise, lui, l'antenne, c'est dingue. Il était tout à le l'heure. mercredi, c'est simple, c'est 3 heures d'antenne. Ah ouais, c'est dingue. Halte aux cadences infernales, n'est-ce pas Alexis? On vous a entendu ce matin évidemment, vous êtes éditorialiste politique sur Sud Radio, directeur de la publication du Monde Moderne. Alex Darmon, bonjour Alex. Bonjour. Journaliste politique avec votre chaîne Les Indécis sur YouTube également. Et puis Jérôme Dubu, bonjour Jérôme, Bonjour. membre du pôle ID de Horizon, d'un certain maire du Havre. Exactement. Hein, on va en parler. Edouard Philippe. Oui, mais je sais, mais on va en parler tout à l'heure. S'il y a du monde sur la ligne de départ pour 2027, ça va faire partie de nos sujets. Ce matin, justement, alors on va parler d'une guerre qui est déclarée entre Noël Le Graët et la ministre des Sports, Émilie Oudéa-Castéra. La démission sous les acclamations hier matin du président de la Fédération française de football, mais qui n'a pas l'intention, dit-il, d'être un bouc émissaire dans cette affaire. Et il contre-attaque en justice. Quels sont le dessous des cartes? On va y revenir dans un instant. Le compte à rebours, je le disais, est engagé, mais cette fois dans la grande distribution, puisque les industriels et la grande distrib vont jusqu'à ce soir pour se mettre d'accord sur les prix de nos produits dans les rayons des supermarchés pour cette année. La fin des négociations commerciales sur fond de guerre en Ukraine se passe pas très bien, nous dit-on, et les consommateurs seraient, semble-t-il, le grand perdant, avec un plus 10% qui nous pend au nez pour la plupart des produits. Alors le panier anti-inflation, sachez-le, n'est toujours pas mis en place, mais il est toujours sur la table. Ah, on m'avait dit que c'était supprimé. Alors ça revient. La grande distribution, elle, doit-elle rogner sur ses marges, comme leur a demandé, et en a parlé Emmanuel Macron ce week-end. L'inflation, ça grimpe encore. C'est un dossier visiblement explosif pour cette année. Et puis 2027, voilà, l'après Macron, déjà dans toutes les têtes, ça commence dès aujourd'hui. Alors du côté des macronistes, une nouvelle personne fait figure de recours. Il s'appelle Jean Castex, c'est l'actuel patron de la RATP, notre ancien Premier ministre. On va voir tout ça avec vous. Mais on commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Eh bien, Alexis, vous aviez un coup de gueule. Non, l'idée c'était de parler justement, vous venez d'en parler, du casse-tête en fait de la succession d'Emmanuel Macron. Les macronistes ne savent pas où regarder. Alors Jean Castex est évidemment sur les starting blocks, Bruno Le Maire, mais aussi Gérald Darmanin. Mais il y en a un qu'on ne voit pas venir. Et c'est Gabriel Attal, qui est actuellement aux États-Unis et qui fait un peu sa tournée américaine. Il a fait un talk show, il parle phénoménalement bien anglais, il est jeune comme Macron. Bref, du côté macroniste, on est en train de se dire, et si il faisait une Macron, c'est-à-dire à 2 ans de l'élection, ou même un peu avant, il sortait et dépassait tout le monde pour surprendre, puisque c'est vrai qu'il est très présent sur tous les dossiers qui comptent de la Macronie. Il est à Bercy également, avec le budget comme périmètre. Donc voilà, on ne le voit pas venir, Gabriel Attal, mais il est en train de construire une stature de présidentiable, l'air de rien, au sein de la majorité présidentielle. Voilà. C'est trop tôt pour parler de 2027, vous trouvez tous? Non, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt du tout, puisque c'est le prochain président de la République ne sera pas Emmanuel Macron. Et pour faire un homme ou une femme d'État, il faut des années, quoi qu'il arrive. Maintenant, Gabriel Attal, je peux vous dire que... Emmanuel Macron, il est sorti du bois 6 mois avant. Oui, mais 6 mois avant, mais il avait quand même été 3 ans ministre avant. Et je peux vous dire que quand on suivait à l'époque Emmanuel Macron, dès 2014, dès 2015, on disait, il y a un mec qui est en train de se préparer à côté, qui dit rien à personne et qui est en train de prendre sa place, c'est Emmanuel Macron. Moi, Voilà. Je suis un peu d'accord avec Alexis Poulain sur ce qui vient d'être dit. Maintenant, il faut quand même mettre une certaine réserve. C'est que, et chez les macronistes, et même chez Gabriel Attal, c'est connu, Jean Castex est quelqu'un qu'on apprécie et qu'on va défendre pour faire en sorte qu'en 2027, il puisse représenter la Macronie. Pourquoi ? Parce qu'il aura été absent des radars pendant presque 5 ans, parce qu'il est aujourd'hui à la RATP, il évite toutes les interviews possibles, il évite de donner son avis sur tous les sujets, et on sait, a priori, que le candidat à l'élection présidentielle pour Emmanuel Macron, pour prendre la suite d'Emmanuel Macron, sera celui qui aura le moins parlé, en vérité. Alors, il faut savoir, il faut qu'il se prépare ou qu'il se prépare pas. C'est des conjonctures. Alors, à il 4 se ans. cache. Attendez, on fait Sophie d'abord et Jérôme ensuite, parce que Jérôme... Juste, je disais, il faut savoir, vous disiez, après tout, qu'il fallait faire une stature et se préparer 6 mois, 2 ans avant. Et là, on se dit, Castex, il a des chances parce qu'il est sous les radars. Non, mais il va sortir du bois 1 an avant. Regardez Edouard Philippe, on en parlera, c'est pareil. Edouard Philippe, il donne pas beaucoup son avis. Je suis pas sûre. Enfin, Castex, quand on l'interroge, dit qu'il a pas envie.
qu'ils ne se préparent pas. Ils disent tout ça. Hein. Je pense que c'est trop tôt, mais complètement trop tôt. Je ne veux pas le savoir. J'ai l'impression que les Français ne veulent pas le savoir. J'ai envie qu'on gère au jour le jour. Je suis chef d'entreprise, quand il y a un problème, on le règle. On a tellement de problèmes sur la table que c'est vraiment pas le moment d'aller supputer et de faire et de gloser sur des présidentielles. En plus, il y en a un nombre incroyable. Alors là, faut voir ce qui se passe. Quant à Édouard Philippe, préféré des Français, il est effectivement absent des radars aussi. Donc non, je voudrais qu'on traite ce qu'on a à traiter. Mais pour vous, c'est pas le moment. Mais pour un parti politique, pour des personnalités politiques aussi fortes qu'il y a aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron, c'est le bon moment. Parce que ça prend du temps de prendre une place. Quand vous avez Darmanin, Le Maire, Jean Castex, et comme Alexis vient de le dire, pourquoi pas, moi j'y crois pas, mais pourquoi pas Gabriel Attal. Que des femmes, hein, visiblement. Voilà, en plus, vous avez raison. Oui, non, mais je parle du parti macroniste. J'ai pas très bien compris si c'était un coup de gueule ou un coup de cœur pour Gabriel Attal. C'était juste il ménage ses arrières. On lance le sujet direct. On sait jamais. Parfois, ça peut marcher. Donc, soyons prudents. C'est droit au but avec Alexis. Il parle bien anglais. Plus sérieusement, en réalité, l'équation est assez simple pour 2027. Contrairement à ce qu'on croit, elle est assez simple. Vous aurez 2 places au deuxième tour, puisqu'on ne va pas changer les règles. Hein. On aura toujours un premier tour et un deuxième tour à l'élection présidentielle. 2 places au deuxième tour, ça veut dire que pour la majorité actuelle, il faut un seul candidat. Oui. C'est assez clair. Sinon, il n'y aura pas de qualifié pour la majorité actuelle au deuxième tour. Il faut être très conscient de ça. Et j'ai l'impression que tout le monde n'en est pas vraiment conscient. Bah oui, il y a une majorité, il y a un président, il y a une majorité relative au Parlement, à l'Assemblée nationale. Et donc ça veut dire, j'en termine en 2 secondes, ça veut dire qu'il faut prôner l'union de la majorité présidentielle autour d'un seul candidat. J'irais même d'ailleurs jusqu'à y intégrer une partie des Républicains aujourd'hui qui sont assez mal à l'aise au sein des Républicains. Mais si on ne fait pas ça aujourd'hui, vous aurez un deuxième tour. Marine Le Pen, c'est assez certain qu'elle sera au deuxième tour. Tout le monde le dit. Et moi, je suis aussi sur cette ligne-là. Et puis, peut-être un candidat de la gauche unie. On ne sait jamais. Oui. Voilà. Mais donc, la place de la majorité présidentielle aujourd'hui, elle se joue dans l'union. Dans l'union, mais est-ce que ça se joue dans la rupture ou la continuité avec ce que fait et le quinquennat Macron ? Ben ça, c'est une bonne question. En fait, c'est la seule question intéressante, d'ailleurs. Il est un peu trop tôt pour le dire, à mon avis, mais si j'en prends l'exemple de tous les candidats qui ont succédé à leur propre camp, moi, je n'en connais qu'un, c'est Nicolas Sarkozy qui a succédé à Jacques Chirac, ou Valéry Giscard d'Estaing éventuellement, qui a succédé à Georges Pompidou, mais dans des conditions d'anticipation un peu compliquées. Mais ils ont toujours été en rupture. Mais qu'est-ce que ce serait la continuité de Macron ? C'est quoi la continuité ? C'est quoi la continuité ? Alors, c'est une question. Alors, vous êtes Horizon, donc je suis un peu obligée de rentrer dans le sujet avec vous, Jérôme. Édouard Philippe, il est en rupture ou il est dans la continuité ? Il est en fidélité à ce qui a été fait, puisqu'il a été Premier ministre et il assume parfaitement son bilan et celui du Président de la République. Mais il va falloir, pour 2027, se projeter sur autre chose. Il y a tout un tas de sujets sur lesquels les résultats ont été relativement moyens. Je parle de la sécurité, je parle de l'immigration, je parle même d'un certain nombre de signaux en économie. L'endettement, par exemple, aujourd'hui personne n'en parle, mais on est quand même à 3 000 milliards de dettes. Il va falloir un moment que ça s'arrête. On ne va pas pouvoir continuer à être un guichet ouvert sur l'endettement. Donc, la réforme de l'État, c'est un point essentiel. Et tout ceci, il va falloir l'analyser pour 2027 et avoir un projet un peu novateur, c'est assez clair. Rupture ou continuité, Alexis Poulain, avec ce que va laisser Emmanuel Macron pour le candidat de la Macronie ? Je pense continuité, parce que de toute façon, les chantiers sont tels qu'il ne peut pas y avoir de rupture. Ou alors, s'il y a rupture, ce serait une opposition radicale qui prendrait le pouvoir. Mais sur les chantiers de l'énergie, sur les chantiers de la défense, sur les chantiers de l'emploi, de la retraite, etc., ce sont des réformes qui emmènent la France sur plusieurs dizaines d'années. Donc, une rupture serait une rupture politique majeure. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de suite, ni chez Horizon, ni chez Renaissance, ou même chez LR, pour prendre la suite d'Emmanuel Macron.
Il y a un homme dont on n'a pas parlé dans la liste aussi, c'est François Bayrou, qui est Oui. qui attend Je pense qu'on son va pas heure. entendre parler tout de suite, à mon avis. Non, mais François Bayrou, il est commissaire au plan aujourd'hui. On essaie de le recaser un peu à droite, à gauche. Bon, bah là, aujourd'hui, il est à ce poste-là. Je pense pas, à mon avis, d'ici 4 ans, qu'il puisse se placer sur la ligne de départ pour l'Élysée. Mais c'est intéressant ce que vous disiez, Monsieur Dubu. Vous parliez d'union, et dans la phrase d'après, vous nous disiez, mais il faut tout changer. Et vous défendez Édouard Philippe. Non, mais d'accord, mais donc ça veut juste dire une chose. Il y a Wauquiez aussi. Oui, mais Wauquiez, c'est la rupture. Pour moi, Wauquiez, effectivement, c'est complètement la rupture. Il est très silencieux. Et il est à droite. Ah oui, très. Mais oui, très silencieux, mais il fait exprès. À mon avis, il va vite sortir du bois. Et puis, il a aussi des affaires, on le sait, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont tous dans le bois, quoi. Qui l'occupent. Quand même, je suis désolé, un audit financier qui a été demandé à. Mais d'accord, mais c'est quand même. C'est pas ça qui empêche d'être candidat à la présidence de la République. C'est pour ça qu'il parle pas aujourd'hui. D'être élu. Mais c'est pour ça qu'il parle pas aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça qu'il parle pas aujourd'hui. Ce qui est intéressant chez Castex, vous parlez de continuité ou de rupture. Pour moi, cette élection en 2027, ça va être une élection politique. Il va falloir avoir quelqu'un qui soit connu du monde politique. Jean Castex, aujourd'hui, on peut lui faire tous les reproches du monde. Je disais, bah si, c'est le cas. Oui, c'est vrai. Ah voilà, il a occupé tous les postes. Je disais que une sénatrice irlandaise l'avait confondu avec Bernard Cazeneuve dans un restaurant, avait pris une photo avec lui en mettant sur Twitter, ravi d'avoir parlé avec Jean Castex. Je trouve ça très drôle. Il n'a pas le même accent. Justement, Jean Castex, il n'attire pas la lumière sur lui. C'est un technicien, c'est quelqu'un qui a été secrétaire général de l'Élysée, c'est quelqu'un qui a été Premier ministre, c'est quelqu'un qui vient de chez les LR, qui a été vraiment fédérateur autour de lui sur les macronistes, qui a été monsieur, alors on peut dire que c'est pas très bien, il s'en est mal sorti par rapport à la crise du coronavirus, mais qui a géré... mal sorti, pas plus mal que les autres. Je dis pas que ça, je dis on peut le dire, il y en a qui le pensent, qui s'en est mal sorti, bref, en tout cas c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui demain serait un candidat qui peut-être, rappelez-vous à l'époque, on avait dit quand François Fillon ne pouvait plus se présenter en 2017, on va appeler Gérard Larcher parce que il est lisse, parce que il peut fédérer autour de lui. Bah peut-être que Jean Castex en 2027 pourra fédérer autour de lui. Je vais revenir un peu plus loin en arrière, et ça nous rajeunit pas. Rapidement. Moi, j'ai connu la montée de Barre. Voilà. Raymond Barre, à partir de 81, la droite était en charpie en 81, elle a perdu la présidentielle, Mitterrand a été élu, elle s'est déchirée, elle a perdu les législatives derrière, et puis après, on a senti que les résultats de Mitterrand n'étaient pas terribles, et donc il y avait quelque chose à faire d'autre. Et Barre a essayé d'incarner ça. Bon. Et Castex me fait penser un peu à Barre. Ils prennent tous du poids. Tout le monde trouvait qu'il était bien, tout le monde trouvait qu'il était formidable, tout le monde trouvait que c'était l'homme de la situation, puis il n'a pas passé le premier tour de l'élection présidentielle. Voilà. Allez, on va continuer d'en parler si vous le souhaitez, vous réagissez également. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord, c'est jusqu'à 10h, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Bon, on est déjà en 2027, mesdames, messieurs, vous imaginez un peu, on regarde donc la ligne de départ, puisqu'on en parle aujourd'hui, ces candidats potentiels, ces noms qui circulent pour succéder à Emmanuel Macron en 2027, et notamment on parlait de Jean Castex, qui était à la tête de la RATP, et je lisais d'ailleurs qu'il avait réussi un tour de force de faire signer 2 accords importants à la RATP depuis qu'il est arrivé, c'est-à-dire augmentation du temps de travail et des salaires, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Il a des qualités. C'est-à-dire qu'il Monsieur croit, social. Il croit ce qu'il fait en plus. Et puis il croit aux partenaires sociaux, à l'efficacité des partenaires sociaux, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, ce qui était plus ou moins le cas d'Édouard Philippe, mais lui, il était parfaitement dans cette affaire de négociation sociale et de confiance vis-à-vis des partenaires sociaux, quels qu'ils soient. Voilà. Il a une tête de centriste. Ça fait pas les affaires de... Vous avez l'air sceptique, Alex. Non, mais sur Édouard Philippe qui croit plus ou moins en partenaires sociaux, oui, je suis sceptique, très honnêtement, parce que faut quand même se rappeler qu'en 2019, Édouard Philippe, s'il croit vraiment aux partenaires sociaux, on avance sur la réforme des retraites et il n'y a pas un blocage du pays comme il y a eu pendant plusieurs mois. Non, effectivement, je suis désolé, mais Jean Castex a ce côté qu'Édouard Philippe n'a pas, c'est-à-dire qu'il est rond. Alors c'est peut-être pas une bonne qualité, c'est peut-être pas bien employé, mais c'est-à-dire qu'il écoute, il entend tout le monde, les gens s'attachent à lui, il est très politique, c'est-à-dire que quand il sort de Matignon... et qui dit qu'il va pas me voler dans sa maison. Voilà, et que vous le croisez dans le 15e, on est dans le 15e, il chef de radio, marcher tout seul avec son sac à dos, It's Pack pour pas nommer de marque et tout, il est déjà en campagne, c'est-à-dire que déjà il veut faire proche des Français, il retrouve une vie à peu près... Ça suffit pas. Non mais je suis d'accord avec vous, ça suffit pas, mais vous savez c'est long
C'est-à-dire qu'il y a 5 ans entre le moment où il a quitté Matignon et le moment où il est parti, où il va peut-être se présenter à la présidentielle, et j'en sais rien. Il y a 5 ans, et il prépare ces 5 ans progressivement. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Maintenant, il a quand même un enjeu devant lui. Il est aujourd'hui directeur de la RATP, directeur général de la RATP. Je peux vous dire que c'est pas un boulot facile. Quand vous voyez les conditions de transport aujourd'hui pour les Franciliens, c'est catastrophique. Je sais pas si il va falloir qu'il prouve ses qualités. Là, il a un gros dossier devant lui. Pour terminer, après, il y a des gens que ça arrange qu'on balance des noms comme ça. Voilà. Oui, c'est vrai. On fait du brouillard, on balance n'importe qui, on verra ce que ça donne. Et puis. Jean Castex, ça fait plusieurs fois qu'il y a des papiers qui sortent sur lui Elisabeth pour tester Borne, un peu. ça a été le cas à un moment. Après, c'est Jean Castex. Maintenant, c'est Gabriel Attal. Demain, ça sera Tartampion. Ne vous inquiétez pas. On va passer comme ça le casting pendant des années. Hein. On a 4 ans. Voilà. C'est ça. Alexis Poulain sur Jean Castex. Oui, moi, ce qui me choque, c'est de voir que à peine première année de second mandat entamé, on est déjà à penser à 2027. Toutes les écuries politiques sont déjà à tout faire. Est-ce qu'il n'y a pas un problème finalement de constitutionnalité qui fait que le quinquennat rend les partis complètement vides de substance, puisque tout le rôle maintenant, c'est de préparer la candidature pour regagner ou gagner, etc. Donc tout tourne autour de cette échéance majeure. Parce qu'on peut faire la même chose à gauche, Mélenchon, pas Mélenchon. Mais bien sûr, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça phagocyte totalement le débat politique. Et alors, comme le disait Sophie, il y a des urgences qui sont autres et qui mériteraient davantage d'attention que qui va être le prochain président de la République. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pourquoi vous dites non? Enfin, je veux dire, vous pensez, vous, que c'est le quinquennat qui veut ça? Je pense que le quinquennat accélère le temps politique et donc du coup on se retrouve tout de suite à penser à qui va succéder à un tel. Mais 7 ans, ce serait un enfer. C'est pas tant le quinquennat que le double quinquennat. Mais ça a même changé la nature des partis, parce que si vous regardez, que ce soit En Marche ou la France Insoumise, ce ne sont pas des partis, ce sont des mouvements gazeux qui permettent comme ça de créer un candidat, de soutenir la candidature d'un candidat, et ça va pas plus loin. Et les partis traditionnels, vous voyez dans le mal dans lequel ils sont, que ce soit les LR ou le Parti Socialiste. Donc ça a changé même la nature même de la vie politique française, le quinquennat. Oui, mais enfin, aux États-Unis, il y a 4 ans, dans les autres. Comment? Je veux dire, je veux bien, j'écoute. Les États-Unis, vous avez les élections de mi-mandat, c'est tout à fait différent. Vous avez un parlementarisme différent, et c'est un pays qui s'est habitué sur ce rythme-là. La France, c'est très brusque, c'est récent. Attendez, on va laisser terminer, Alexis. Politique. Le problème ne vient pas, à mon avis, du quinquennat ou du double quinquennat. Le problème vient du non renouvelable. C'est-à-dire que quand vous êtes réélu, là c'est la première fois qu'un président a été réélu pour un quinquennat. Bon, et donc on est dans des conditions difficiles. Il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc ça le fragilise et il ne peut pas se représenter. Donc à partir du moment où vous ne pouvez pas vous représenter, vous perdez votre troisième fois, et je trouve ça tout à fait normal. Je ne veux pas qu'on fasse trois quinquennats, loin de moi cette idée. Mais en tout cas, ça veut dire que vous n'avez plus d'autorité. Exactement. Voilà, et que les souris dansent. Mais si on avait un seul, serait pareil. Un seul quinquennat, serait pareil. Vous avez la souris Castex, vous avez la souris Borne, vous avez la souris Attal, petite souris Attal, toute petite souris. Voilà, mais tout ça est en train de danser, bien évidemment, mais c'est normal. Sur cette métaphore animalière, Alex, pour terminer, puis on va passer à un autre sujet. Non, mais bon, voilà, on verra si tout le monde danse à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Après, moi, je trouve ça complètement normal. Et je suis d'accord sur le fait que le quinquennat peut-être raccourci les marges de manœuvre. C'est très long de faire une loi. On le voit avec la retraite. C'est très long de développer le processus législatif. Et quand vous avez 5 ans, finalement, vous n'en avez pas 7. Et forcément, vous faites beaucoup moins de lois et votez beaucoup moins de choses. Maintenant, moi, je suis pour un septennat unique, non renouvelable. Et c'était une proposition d'ailleurs d'Alain Juppé, je crois, en 2017. C'était intéressant parce qu'au moins, vous vous concentriez sur 7 ans, mais vous auriez le même problème au bout de 2 ans de mandat. Exactement. Voilà. Donc à partir de là, c'est le jeu de la politique. Alors après, quand vous mettez 7 ans, vous avez un problème. Ce que disait Alexis pour les États-Unis, vous avez un problème de compatibilité avec les élections législatives. Vous pouvez vous retrouver en cohabitation, vous pouvez perdre les élections législatives. On l'a vu, c'était 7 ans renouvelables, mais on l'a vu à plusieurs reprises quand on avait un septennat. Allez, on continue de dérouler parce que l'heure tourne et donc on a éclusé à travers la petite fenêtre qui était ni un coup de cœur ni un coup de gueule, qui était un constat. Avec vous, Alexis, notre premier sujet. Prudent. Sophie, là, c'est un vrai coup de gueule sur les inefficacités. Oui, c'est un vrai coup de gueule, et puis c'est un coup de gueule sérieux et inquiétant. C'est que les dépenses publiques, il y a une étude tout à fait intéressante qui vient d'être publiée. Nous avons une inefficacité de dingue, titre l'opinion. On est inefficace à un point incroyable. On dépense plus que tout le monde. On a dépensé 7,5 points du PIB de plus que la moyenne européenne.
On a un vrai problème de fonctionnement dans tous les services publics, que ce soit d'ailleurs les transports, que ce soit l'hôpital, etc. On dépense énormément d'argent et on ne réforme pas ça. Par exemple, on sait que l'hôpital ne fonctionne pas. Non, nous ne manquons pas de moyens. Ils n'ont pas plus de moyens que nous. Simplement, nous, on a 34% du personnel à l'hôpital qui est administratif, contre une moyenne de 22-25 dans les autres pays. Donc on a vraiment un problème majeur. Et au-delà, on disait tout à l'heure qu'on ne pouvait pas continuer avec une dette pareille. Moi, je pense que ces dépenses publiques, personne ne s'y attaque. Tout va mal. Là, je pense aux médecins libéraux et à l'hôpital. L'absence les doublons d'examens qui sont faits, où on ne s'occupe pas de ce qui a été prescrit dans la médecine libérale et on represcrit les mêmes examens. On a un dysfonctionnement complet de tous les services publics, avec une dépense inégalée. Et qui en parle? C'est le seul vrai sujet. Je veux dire, l'hôpital aujourd'hui, il faut réformer. Moi, je plains. On a beaucoup engueulé, évidemment, le ministre de la Santé, c'est toujours lui qui prend. Je l'avais vu. Il m'avait dit, mais il faudrait que j'ai une page blanche. Il a 22 agences régionales de santé qui disent le contraire de ce qu'il dit tous les jours. Ce sont des instances indépendantes. 22 agences régionales de santé. Alors, il faut centraliser ou il faut décentraliser? Il y a un moment donné, j'aimerais bien vous dire ce qu'il faut faire. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faudrait reprendre effectivement avec une feuille blanche tous les sujets. Là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? La médecine libérale, on l'a honni parce que il y a eu une grève, les médecins libéraux sont pas contents et je les comprends. Ils ont été augmentés, ça leur semble insignifiant, c'est un petit quelque chose. Mais cette médecine libérale a été méprisée pendant le Covid. C'était incroyable. Nous, on travaillait à Éthique, on avait la Fédération des établissements privés. Il y avait de quoi réanimer tout le monde, c'était vide. On n'a envoyé personne, les hôpitaux n'envoyaient personne. Donc moi, je suis très inquiète. Ce rapport vient et j'espère qu'il faudrait que ce soit un vrai sujet. On fait rien là-dessus. Cela dit, ce sujet, par exemple, du rapport de la Cour des comptes, à chaque rapport, on pointe du doigt quand même beaucoup de choses. Je ne sais pas si... c'est vrai que ça demanderait une enquête massive derrière, de savoir ce que ces rapports vont changer dans tous les dysfonctionnements qui sont soulignés. Je suis tout à fait d'accord avec Sophie. On dépense beaucoup et mal. Alors, des rapports sur la dépense publique, sur l'efficacité de la dépense publique en France, etc. Il y en a eu des dizaines. Effectivement, on est un peu drogué. On est addict à la dépense publique en France, mais on n'a jamais eu un vrai débat sur, d'abord, l'efficacité de la dépense publique, et deuxième, puisqu'il n'y a jamais quand vous votez une loi, on vote la loi, on prend les décrets, puis après on vient pas voir si ça fonctionne ou pas. Ou alors on fait un vague rapport et puis on met ça au placard et c'est terminé. Mais en réalité, le vrai sujet, et ça sera un sujet pour 2027, qui est pas très populaire d'ailleurs, je sais pas si les hommes politiques ou les femmes politiques... C'est trop tard 2027, Macron il a qu'à tout risquer, de toute façon il se présente pas. Non mais c'est plus compliqué que ça. Quand on a un peu d'honneur... Le vrai sujet pour 2027, c'est la place de l'État et la réforme de l'État. Et il faut pas, sous prétexte de facilité, faire comme ça a été fait précédemment, c'est-à-dire je regarde les dépenses, j'essaie de couper au hasard, enfin le hasard fait bien les choses, et on en arrive à des absurdités comme la suppression de 10 000 policiers pendant le quinquennat Sarkozy. C'est ce que j'allais vous dire. C'est les dépenses de l'État. On a vu ce que ça a donné avec l'hôpital ou avec l'éducation nationale aussi. Il est trop gros, il est inefficace et il faut le réformer, mais de réformer profondément. Alors on va revenir. Il faut faire une pause. Je vous coupe tous. On s'arrête un instant et on revient sur cette question. L'État dépense beaucoup mais mal. Nous dit un rapport d'un conseiller maître honoraire à la Cour des comptes ce matin et on va voir comment on peut faire autrement avec nos débatteurs. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. En compagnie de Sophie de Menton, Alexis Poulain, Alex Darmon, Jérôme Dubu. Alors, on en était à parler de ce rapport du conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, François Ekal, qui donne ce matin cette enquête dans le journal L'Opinion sur la dépense publique. La France dépasse beaucoup, mais beaucoup trop mal. Est-ce que c'est pas le mal français, tout simplement, Jérôme, de toujours... Le mal français, ça nous rappelle à l'imperfite, c'était 1977, vous voyez, donc ça nous rajeunit beaucoup. Et depuis, on a l'impression que ça n'a pas bougé. Donc, esprit d'Alain Perfit revient parmi nous. Alors, si vous voulez, la France a toujours été un pays administré. Ça a été notre force à un certain moment. Le fonctionnaire était admiré, respecté. Et puis, ça a dégénéré. Pourquoi? Parce que ni responsable ni coupable. Je veux dire, il y a une fameuse ministre qui avait dit ça, je suis responsable mais pas
pas coupable. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et il n'y a pas de pouvoir de décision. En France, quand vous demandez à une administration, on dit ah non, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui m'en occupe. C'est marrant. Aux États-Unis, on dit can I help you? Est-ce que je peux vous aider? Qui que ce soit qui réponde, est-ce que je peux vous aider? Et puis si c'est pas la personne, on cherche. Nous avons des territoires de compétences. On a une administration et je ne sais pas comment on peut réformer cette administration. Et non, mais ça c'est encore un autre sujet. Parce c'est le même, Alex. C'est le même, sauf que réformer l'administration, tous les présidents, moi j'ai 35 ans, tous les présidents depuis que je suis en âge de voter nous disent, en arrivant au pouvoir, on va réformer l'administration et puis après il y a d'autres problèmes et puis bon, finalement le millefeuille est trop important, c'est pas moi de le faire. Voilà. Donc ça, moi j'y crois pas une seule seconde. Profond. Je pense pas que aujourd'hui ça soit possible, même facile, ou alors il faut vraiment nommer un commissaire au plan, par exemple, pour réformer l'administration. Bon, bref, je suis d'accord avec vous, mais c'est encore un autre sujet. Non, ce qui est intéressant sur le titre de l'opinion, qui est souvent juste comme d'habitude, c'est une efficacité de dingue qui fait référence à un pognon de dingue. Vous savez, qui a été dépensé, l'expression mise en scène par Emmanuel Macron dans cette vidéo publicitaire. C'était ça, de lui en train de faire son travail quotidien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, on a le droit de dépenser un pognon de dingue en France. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont le droit de le faire. C'est notre modèle social, c'est notre modèle économique. On paye des impôts tous les jours pour pouvoir faire en sorte que nos enfants aillent à l'école, pour pouvoir être soignés, pour pouvoir, si demain malheureusement on est amené à quitter son entreprise, à être au chômage, être accompagné dans cette transition. On a le droit de le faire. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne comprend pas comment c'est fait, comment c'est réalisé. C'est ça qu'on aimerait comprendre. C'est là où ça serait intéressant, même de réformer l'administration, c'est de faire de la pédagogie et d'expliquer aux Français, de rendre des comptes comment on dépense votre argent pour construire notre pays. Et ce qui est intéressant aussi, et je termine par là, c'est que on sait quand l'argent sort, comment il sort mal. C'était le cas sur McKinsey, sur ces cabinets de conseil où on comprend pas, parce qu'on a tendance à beaucoup dépenser d'argent public en France, mais encore une fois, quand c'est pour notre bien-être, ça va. Mais quand c'est pour faire du conseil en permanence, on ne comprend pas. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, Jérôme, on va laisser aussi, on va circuler la parole avec Alexis Poulain. Alexis, sur cette notion de la France qui dépense trop et pas à bon escient, visiblement. C'est-à-dire, on est un pays endetté et l'idée, c'est de continuer d'avoir le droit à la dette, d'où la réforme des retraites et toutes les réformes systémiques pour garder une note pour les différentes agences de notation. Donc ça fait longtemps qu'on vit au-dessus de nos moyens et qu'il y a beaucoup de dépenses et évidemment on peut se demander où vont-elles ces dépenses. Alors il y a des nouveaux postes de dépenses qui se font jour. Je pense à la défense notamment. En janvier, Emmanuel Macron qui lançait la loi de programmation pour le ministère de la Défense qui avait cruellement manqué de moyens pendant des années. Donc là, on va voir évidemment les investissements, la police aussi. On voit que l'État est en train de se mettre sur le régalien, clairement. Et puis les chantiers majeurs où là, on se demande pourquoi on en est arrivé à ce niveau de délabrement, hôpital et école notamment. Là, je ne vois pas comment, sachant que l'éducation est un gros budget en termes de budget de l'État. Donc il y a vraiment une question d'audit. Où va l'argent? Comment il est dépensé? Cet audit-là, la Cour des comptes le fait évidemment, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose de plus profond pour comprendre comment se fait-il qu'avec un taux d'imposition aussi élevé, la France ait des services publics qui soient en voie de paupérisation? C'est une vraie question. Je crois que la méthode, elle doit pas être dans l'incantation ou dans le fait de dire on va prendre telle dépense, on va la supprimer, etc., comme ça a déjà été fait. Il y a une réflexion à faire sur le rôle de l'État dans cette nation. Le rôle de l'État et de ses collectivités locales. Parce qu'on a eu une inflation de collectivités locales. On a en France la moitié des communes européennes. On a 38 000 communes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas tenable. C'est pas tenable. Il faut arrêter. C'est pas possible. Allez dire ça dans les villages. En Ile-de-France, oui, non, mais moi je le dirais. Je vais pas pouvoir le dire. En Ile-de-France, on a encore 5 ou 6 strates de collectivités locales, de décision, c'est plus possible, qui font parfois la même chose. En matière d'aide économique, par exemple, le département, la région, la commune, ils veulent tous faire de l'aide économique. Alors évidemment, ça se superpose et tout ça est inefficace. Donc ce choix de la place de l'État dans la société française, personne, depuis la commission Attali, dont faisait partie Emmanuel Macron, personne n'a réfléchi sur ce sujet. Ou alors a réfléchi à l'envers, c'est-à-dire qu'on dit on prend les dépenses, on va couper dans les dépenses, et puis advienne que pourra, on les rétablira après, tant pis, voilà, c'est ce qui s'est passé pour les policiers, par exemple. Sophie, on conclut. Et oui, il faut être honnête, Emmanuel Macron en est très conscient, c'est lui qui a employé le terme d'État profond, et il pique des colères épouvantables, et il ne sait pas
comment faire. Et son entourage le reconnaît. Et d'ailleurs, comment faire pour supprimer des mairies, des administrations, des strates. Supprimer des strates, vous mécontentez tout le monde, il faut des gens efficaces. Mais il faut du courage pour le faire. Oui, mais plus que du courage, il faut des compétents. On a trop de monde qui fait que... Je rappelle quand même qu'on a fermé des préfectures et qu'aujourd'hui on réinstalle des maisons France Service pour remettre de l'humain après les gens. Faut pas faire. Donc il y a ce qu'il faut pas faire. Exactement. Alors en tous les cas, il y a une vraie réflexion. C'est un sujet sur lequel on reviendra. En mettant tout sur digital, on peut parler à personne. Jérôme, vous aviez un coup de cœur ce matin. Oui, je mets un peu d'optimisme dans l'État et dans le fonctionnement de l'État sur les investissements étrangers en France. Qui ont battu, Business France a fait hier donc ce bilan 2022 qui est positif. Je ne dirais pas qu'il est très positif comme ça a été présenté, mais en tout cas il est positif. C'est-à-dire on bat le record du nombre d'investissements sur des projets d'investissement étranger en France. On est à 1700 projets pour 2022. On était à moins de 1000 en 2015. Donc, vous voyez, la progression, elle est forte. Elle est assez lente, mais elle est progressive, continue, et là, cette fois-ci, assez forte. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, on parlait de l'administration, on parlait de l'État tout à l'heure, mais finalement, le pays reste assez attractif. Assez attractif vis-à-vis de l'étranger. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on est compétitif, il ne faut pas confondre les deux. Compétitivité, ça veut dire qu'on a des capacités d'exportation que nous n'avons plus aujourd'hui, puisqu'on ne fait qu'importer. Et le déficit de la balance commerciale est là on est à 170 milliards en 2022, qui est un record historique. Bon. Mais on a bien baissé les impôts en plus. L'attractivité du territoire français, ça, je suis désolé, il est en progression et tant mieux. Elle est en progression et tant mieux. Et ce sont des investissements de capacité, ce sont des centres de gestion qui arrivent. Il y a 300 centres de gestion d'entreprises étrangères qui arrivent en France. Ça veut dire qu'elles considèrent qu'elles peuvent se développer en France, qu'elles peuvent y implanter leur matière grise. Et ça, c'est très important. Et donc, en réalité, le rôle de Business France, qui est un rôle important, a été amplifié ces dernières années. Il y a un certain nombre de réformes qui ont été bien lues à l'étranger et bien appréciées, et on en tire pour le moment les conséquences. Sophie. Juste un petit mot, c'est vrai, mais pour nuancer ça, pour remettre en marche des centrales atomiques, on est terriblement en retard. Et on est en retard, pourquoi ? Parce qu'on manque de gens. Figurez-vous qu'on a importé, entre guillemets, 1500 ouvriers des États-Unis pour remettre en place ces centrales. Pourquoi ? Parce qu'ils bossaient, je ne vais pas dire nuit et jour, parce que je vais me faire renier, mais il n'y avait pas le code du travail qui empêche les Français, on n'avait pas les gens en capacité de faire ça, et ils n'avaient le droit de travailler que très peu. Les Américains sont arrivés avec une capacité de travail incroyable. On a pris 1500 techniciens aux États-Unis pour faire marcher nos centrales. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le fait qu'on avait oublié de former des gens qui étaient capables de travailler dans les centrales. Malgré nos prélèvements, malgré nos dépenses publiques, malgré nos grèves, malgré notre lourdeur administrative, on arrive quand même à faire progresser les investissements étrangers en France. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi ils Alexis Poulain. Deux choses. Alors, sur l'investissement étranger, attention, il est extrêmement volatile en réalité. C'est des entreprises qui vont s'installer, le temps des aides, le temps de l'intérêt, et qui vont très vite délocaliser, puisque c'est des entreprises mondes qui ont une plateforme assez large. Donc la France n'est pas un marché en tant que tel. En tous les cas, c'est à surveiller. Un moment d'implantation. Il y a des sujets. Parce que si vous prenez par exemple les entrepôts Amazon, où on félicite Jeff Bezos de créer de l'emploi en France, il faut savoir qu'à terme, les entrepôts Amazon vont être entièrement robotisés. Donc c'est pas de l'emploi pérenne. Et c'est le cas pour beaucoup de délocalisation ou de localisation d'entreprises étrangères qui vont, une fois fortune faite, partir ailleurs. Et ça, on le voit dans tous les pays. C'est pas le fait de la France uniquement. Et puis le deuxième gros point, et qui a été soulevé ici, c'est la bureaucratie et l'inanité de certaines élites. Il faut voir le témoignage de Nicolas Hulot devant la commission d'enquête sur le nucléaire, qui est en train de lever quand même des loups énormes, audition après audition, où on apprend qu'il y avait un rapport qui était sur le bureau du ministre, qu'il n'était pas vraiment au courant à propos de la construction d'EPR et du besoin nucléaire de la France en termes de mix énergétique. Donc on a affaire aussi à des idéologues, à des responsables politiques qui n'ont pas de vision économique pour le pays, et voire pire,
qui incapacitent, qui rendent le pays dans un état de délabrement ou qui le rendent difficile. Et donc, c'est comme d'avoir des investisseurs étrangers. Au contraire, les chiffres vont dans le bon sens. C'est quelque chose qui va prendre des années. Des années. Des doigts. Bon, vous apportez de la mesure sur ce chiffre-là. Alex. Et puis dire qu'on a des politiques qui n'ont pas de vision économique. Alors on peut faire tous les reproches du monde à Emmanuel Macron, président de la République, mais s'il y en a bien qui avait une vision économique, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec, c'est Emmanuel Macron. Ubérisation de la société. Enfin, excusez-moi, mais c'est Emmanuel Macron quand il est ministre de l'économie et il continue depuis. Oui, voilà. Toute cette vision économique, c'est lui, et c'est pour ça que les chiffres que vous annoncez, Monsieur Dubu, changent. Moi, juste une chose, il y a aussi autre chose qu'on oublie sur les investissements étrangers en France. Le Brexit y a beaucoup participé aussi. Bien sûr, quand même. Et il faut le dire, on a quand même beaucoup surfé et beaucoup profité de la situation en Grande-Bretagne. La place financière de Paris, par exemple, a bénéficié largement du Brexit, c'est clair. Mais alors, si on avait Monsieur Mélenchon comme président de la République, là, on aurait une vision économique formidable, n'est-ce pas? Formidable. Ultra étatisé, des impôts partout, une administration renforcée, des centaines de millions de milliers de fonctionnaires en plus. Génial, la vision économique de M. Mélenchon. Qui ont été reprises notamment en termes de réindustrialisation sur la filière médicaments ou des choses comme ça. Attention, si on veut être sérieux dans la réindustrialisation, il ne faut pas faire confiance uniquement aux investisseurs étrangers et aux marchés financiers. Il y a un besoin d'État. Alors, juste avant la coupure et avant d'avoir le coup de gueule d'Alex Darmon dans un instant, juste je rappelle aussi que le projet de loi sur le nucléaire arrive à l'Assemblée aujourd'hui, puisque c'est le texte qui est présenté. La majorité qui veut supprimer définitivement l'objectif de limiter la part du 50% du nucléaire dans le mix énergétique et accélérer la création donc des EPR avec les premiers chantiers, nous dit-on, qui devraient arriver dans l'année qui vient. À suivre évidemment. Dans un instant, le coup de gueule d'Alex Darmon. On va s'intéresser à ce monde merveilleux qui s'appelle le football. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. En compagnie de Sophie de Menton, Alexis Poulain, Alex Darmon, Jérôme Dubu. Allez, on s'intéresse à ce qui se passe à la Fédération Française de Football. Si vous êtes sur une autre planète, on vous résume en 2 minutes. Donc hier, Noël Le Graët a donc présenté sa démission devant le comité exécutif de la Fédération Française de Football. Il a retrouvé un poste de président de la FIFA à Paris. Donc on verra tout ça. Et vous, c'est votre coup de gueule, Alex? Oui, moi c'est mon coup de gueule plus largement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi fort en sport collectif, que ce soit en foot, en rugby, même en handball, et derrière, politiquement, ceux qui nous dirigent n'ont jamais été aussi nuls. Voilà, très honnêtement. Mais qui est nul dans cette affaire? Non, mais tout le monde est nul dans cette affaire. Tout le monde est nul. Mais quand vous êtes un homme comme Noël Le Graët, que vous avez gagné la Coupe du Monde, que vous avez fait beaucoup de choses pour le football, que vous avez 81 ans, et que ça y est, votre temps est passé, c'est pas honteux de le dire. Vous faites plus l'unanimité autour de vous. Vous avez attiré les foudres autour de vous. Vous n'avez pas réussi à vous entendre avec votre directrice générale. Bon, soyez digne et partez. Et puis démissionner. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il est poussé vers la sortie. Il plonge le football français, on est quand même les vice-champions du monde en 2018, avec une génération sur le terrain qui arrive, qui est incroyable. Il plonge le football français dans le chaos le plus complet, parce que non seulement il se retire pas, mais il démissionne, mais en plus il nous dit qu'il va porter plainte contre la ministre des Sports, qui elle aussi n'a pas été très gentleman, si je peux me permettre l'expression, sur cette histoire-là. Mais en même temps, elle était dans son rôle. Bref, en tout cas, mon coup de gueule ce matin, je vous le dis, il est là-dessus parce que je trouve que, en fait, ça annonce des choses où on va devoir gérer en terrain ce qui s'est passé en coulisses. Bonne chance à Didier Deschamps, qui n'était pas apprécié par tout le monde alors qu'il avait fait des résultats remarquables, qui est un homme de Noël Le Graët demain pour remobiliser autour de lui et reconstruire une équipe de France digne de ce nom. Alors c'est un sujet qui a obligé Sophie de Menton à lire l'équipe, donc je souligne le courage de ce matin. Alors un peu globalement, mon commentaire sera très sobre. Je dirais que d'abord, je trouve que... Mais en termes d'image, parce que c'est quand même la France, le foot, c'est quelque chose qui est... Mais j'ai pas une bonne image du foot, pardonnez-moi. Alors je veux dire que je comprends que ce soit un sport qui passionne, etc. J'ai beaucoup de difficultés. Je trouve en plus que au-delà de ça,
on se prend un bouc émissaire tous les jours pratiquement en ce moment. Donc là, c'est le foot qui a son bouc émissaire. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'abord, il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a une enquête administrative. Est-ce qu'elle doit être publique et est-ce que c'est l'administration qui fait la loi ? S'il y a quelque chose, qu'on aille en justice. 80 ans, oui, c'est maintenant. Il paraît qu'il faut travailler beaucoup plus longtemps. Donc d'accord, il a peut-être un peu passé son temps, mais pourquoi à ce moment-là qu'on lui dise poliment de s'en aller ? On capte pas. Peut-être qu'on lui a dit, mais que voilà. Pas voulu. Oui, mais peut-être que c'est aux fédérations dans leur statut de dire, au-delà d'un certain âge, on a le droit de leur ça a dire été fait dans les organisations syndicales et professionnelles, dans les syndicats de salariés et dans les organisations de. On est obligé de partir. 70 ans, c'est la limite. Absolument. Et il y a même des gens qui ont. Si on en est arrivé là, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui voulaient pas partir précisément. Exactement. Et donc, même dans les le boîtes, GRET, c'est exactement cet exemple-là. Alors il a été réélu. Donc il a la légitimité du suffrage, pas universel, mais du suffrage de sa fédération. Il a été réélu avec 72%. Face à Thiriez, qui a fait un flop, il faut bien le dire. Ouais. Alors maintenant, il revient sur le devant de la scène. On verra bien ce que ça donne. Mais moi, je trouve que d'abord, il y a un décalage sur la gouvernance de ces fédérations. Mais comme le Comité international olympique l'a connu à un moment. Souvenez-vous de l'affaire Samarange, qui était le Deus ex machina du CIO. Tout passait par lui. C'est allé trop loin et ils sont revenus en arrière. Ils ont un peu réformé. Pas assez, à mon avis. Ils ont un peu réformé leur gouvernance, ça va un petit peu mieux. Et puis il y a des gens un peu moins emblématiques que ce que ça m'arrange maintenant. Mais les fédérations, c'est la même chose que la fédération du rugby. Laporte a été réélu largement, il est obligé de démissionner pour des affaires extérieures. Pour le coup, la justice. Et s'il n'avait pas démissionné, évidemment, s'il n'y avait pas eu cette affaire de justice qui éclate au grand jour, il serait resté malgré toutes ces affaires. Alors, si vous voulez, il y a un moment... Christine, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que, je veux dire, ce sont des associations, des fédérations, etc. Oui, mais ils touchent de l'argent public. Il y a tellement d'argent. Oui, mais il y a tellement d'argent. Leurs missions sont déléguées par le gouvernement et par l'État. C'est une mission de service public, la délégation de... Et ils ne touchent pas beaucoup d'argent de l'État. Attention, parce qu'il faut quand même se dire une chose, c'est que la Fédération française de football a quasiment le même budget que le ministère des Sports, hors JO. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à vivre tout seuls. Oui, c'est avec le tarif des licences, et la Fédération française de football est la première en nombre de licenciés, 2 300 000 aujourd'hui, je crois, de mémoire, si je ne me trompe pas. Alexis Poulain, ce psychodrame dans le monde du football qui alimente quand même la chronique à longueur de journée depuis quelques temps. Oui. Après, ces instances mériteraient qu'on s'y intéresse. Le fait est qu'il y a un bilan. Alors après, l'énorme point noir, c'est d'avoir couvert évidemment les violences sexuelles. Présumé, voilà. Alors je dis présumé parce que... certes, mais oui, c'est important. On a quand même en janvier Bruno Martini, qui était président de la Ligue nationale de handball, qui a été poursuivi pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. On a un vrai problème avec ça aussi. Oui, mais enfin, là, pour revenir sur ce sujet-là, il a été condamné, il a démissionné de tous ses postes. De l'affaire Le Gret. C'est-à-dire qu'il a un bilan très bien, l'équipe de France championne du monde, etc., les finances, tout va très bien. Mais là-dessus, c'est quand même les fédérations. Il y a un nombre de jeunes incroyables qui veulent faire du sport, qui rentrent dans ces fédérations. Ce serait important quand même qu'on s'y intéresse quand on voit le nombre d'affaires qui ressortent et le danger pour les enfants, notamment. Donc voilà, c'est simplement. Mais Noël Le Gret n'est pas il n'est pas accusé de pédophilie. Donc là, ça n'a rien à voir. Et deuxièmement, il n'est pas sur les terrains de tous les matchs de France et de Navarre. Donc, si vous voulez... Non, moi, je crois que c'est quand même l'affaire Le Gret, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement qui est un peu un fonctionnement féodal dans ces fédérations. Vous élisez un président, vous avez un comité directeur qui fait ce qu'il peut, mais qui ne contrôle pas grand-chose. Et le président est absolument tout-puissant. C'est-à-dire qu'il décide de tout. Alors, quand il est bon et quand il a de bons résultats, ce qui était... Les bons résultats, j'en sais rien, mais bons résultats de Noël Le Gret, c'est vrai. Ouais. Mais ça suffit pas à avoir une gouvernance moderne. Oui, Alex. Non, avec des contre-pouvoirs. Sans compter qu'ils n'ont pas forcément la compétence adéquate. Non, mais le problème dans cette histoire, c'est aussi le problème de gestion entre les instances nationales et les instances internationales. C'est-à-dire qu'en France, la Fédération française de football, on l'a dit, ses missions sont déléguées par le gouvernement. Elle doit réaliser des missions imposées par le gouvernement. À partir du moment où elle ne réalise pas ces missions, qu'il y a des problèmes internes
ce qui est le cas aujourd'hui à la Fédération française de football, eh ben vous avez une ministre qui est dans son droit d'intervenir. On sait même que le président de la République avait Noël Le Graët au téléphone souvent, parce que l'État doit être dans son rôle d'intervenir. Mais le problème de tout ça, c'est que à la FIFA, qui est l'organe international de football, c'est interdit qu'il y ait des ingérences politiques. Le pouvoir politique ne doit pas intervenir dans les fédérations. Et donc, le problème dans tout ça, c'est quoi? C'est que hier, Noël Le Graët démissionne, standing ovation à la Fédération française de football, ça c'est quand même un peu limite, mais bon bref, c'est encore autre chose. Et dans le même temps, 10 minutes après, on apprend qu'il est nommé par la FIFA au bureau de la FIFA en France, qui est un bureau qui est somptueux à la Concorde, pas loin d'ici, l'hôtel de la Marine, et qui va donc représenter la FIFA en France et plus largement en Europe, puisque le bureau français doit participer à faire rayonner le football en Europe. Donc ils vont se recroiser. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont être recroisés. Ça veut juste dire c'est l'entre-soi. Que c'est de l'entre-soi et que surtout que la FIFA, je apprécie, j'en sais rien, mais la FIFA n'est pas d'accord avec les décisions qui ont été prises par la FFF et plus largement par le gouvernement français. Et donc on va rentrer dans une nouvelle crise derrière. La FIFA est quand même l'institution qui est un coup de pied de nez à la ministre. Mais ça, complètement. Tout à fait clair. Et au président de la République, c'est la FIFA qui distribue, et on le sait. Le président de la République, il faut arrêter de le mettre. C'est pas à lui de prendre son téléphone pour appeler le foot. Mais attendez, vous rigolez. Alors le président de la République, il est là, le président de la République, il est là, il célèbre Mbappé au Qatar ou en Russie. On le voit faire des gestes. On voit faire des gestes, mais même surtout pour Emmanuel Macron. Il est là, il prend les bons côtés du football. Il peut communiquer avec Kylian Mbappé, dire qu'il est super content que la France gagne la Coupe du Monde. Et par contre, ça lamentable. Si vous voulez, vous avez le droit. Mais quand il y a des problèmes avec la Fédération française de football, il faudrait rien lui dire. Je suis désolé, non. C'est pour ça en tout cas, il y a une modernisation, des instances sportives françaises, voire d'autres, qui est absolument indispensable. Moi, j'espère qu'il y a une élection qui aura lieu bientôt à la 3F. C'est obligé, oui. En fait, ils sont obligés de faire une élection au mois de juin. Donc j'espère qu'il y aura ce débat-là qui sera posé sur la table et qu'il y aura une opposition et une contradiction de différents candidats et de différents projets pour faire en sorte qu'on sorte un peu de cette féodalisation des instances sportives françaises. Allez, d'un mot, parce qu'il nous reste moins d'une minute. Tour de table rapide. Oui, non, va-t-on avoir un panier anti-inflation selon vous? Pronostic, Alex Darmon? Un panier de nourriture, vous voulez dire? Oui, un panier. Moi, je ne crois pas, parce que ça voudrait dire que le gouvernement et les distributeurs se seront mis d'accord, ce qui n'est pas aujourd'hui du tout le cas. Alors, pareil, Sophie? Je pense qu'il ne faut pas et qu'on n'en aura pas au bout du compte. Au bout du compte. Alexis Poulain? Avec quoi dedans en plus? Les distributeurs sont très divisés sur le sujet. Les négociations finissent ce soir. Ça dépendra de voir les prix. L'inflation est telle que ça me paraît être une mesure nécessaire. Ouais. Michel-Édouard Leclerc a dit qu'il le faisait sans obligation. Je crois, oui, enfin, Michel-Édouard Leclerc, il dit beaucoup de choses qu'il ne fait pas, mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais en réalité, je crois que c'est nécessaire, Alexis a raison, et deux, ce sera fait. Voilà, on prévoit on en parlera demain. C'est le sujet qu'on mettra sur la table demain. Merci à tous les quatre, merci infiniment pour ce débat aujourd'hui. Dans un instant, les médias, Gilles Gansman, et on sera avec deux géants de Top Chef, deux grands chefs français. C'est Philippe Etchebest et Glenn Viel qui participent à la 14e édition de Top Chef. Ça commence ce soir sur M6. Merci à tous et dans un instant avec Gilles Gansman.